Un homme qui a été arrêté lors d'une descente de police liée à l'enquête sur Nancy Guthrie affirme qu'il ne sait rien. Le shérif du comté de Pima affirme que cet homme reste suspect dans la disparition de la mère de 84 ans de Savannah Guthrie, animatrice de l'émission d'aujourd'hui. Nous en apprenons également davantage sur la réponse potentielle high-tech à la question: qui se trouve dans la maison de Nancy Guthrie? Alors que les jours de recherche se sont transformés en semaines, nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous, merci beaucoup de suivre cette affaire avec nous. Nous pouvons vous raconter cette histoire grâce à notre incroyable partenaire, Morgan Morgan. Il y a une raison à cela. On the Case est parmi les meilleures émissions de True Crime sur YouTube. Morgan Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en blessures aux États-Unis. Depuis plus de 35 ans, ils se battent pour les gens et ont récupéré plus de 30 milliards de dollars pour leurs clients. La preuve est dans leur parcours, avec plus de 1000 avocats répartis dans 100 bureaux à travers tout le pays. Engager Morgan Morgan, c'est comme engager une armée pour aller se battre pour vous. Une équipe déterminée à obtenir pour ses clients l'indemnisation méritée. Tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Un mauvais choix peut vous faire perdre d'emblée. En cas de blessure, consultez Morgan Morgan. Honoraires gratuits, sauf en cas de victoire. Plus d'infos sur forcepeople.com/OTC. Cliquez sur le lien ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran. Il y a certains moments, au fur et à mesure que cette affaire a progressé, et je ne sais pas si vous ressentez la même chose, où l'on a vraiment l'impression que les enquêteurs s'approchent tellement. Et la résolution de cette affaire, que tant de personnes souhaitent pour la famille Guthrie, pourrait enfin arriver. Mais il y a aussi des moments où certains éléments de cette enquête que l'on découvre sont vraiment préoccupants, que les forces de l'ordre ont peut-être encore du chemin à parcourir. Le FBI a annoncé avoir reçu près de 20 000 signalements depuis la disparition de Nancy Guthrie. Le 1er février, a déclaré le shérif du comté de Pima à NBC News. Au total, entre le FBI et le shérif du comté de Pima, ils ont reçu environ 50 000 signalements. Cela fait beaucoup d'informations à traiter. Et maintenant, nous entendons le témoignage d'un homme qui a été interpellé lors de la perquisition de sa maison il y a environ une semaine. C'était la personne qui a été arrêtée lors d'un contrôle routier à Tucson, près d'un culverse. Il n'a pas été arrêté, mais détenu, interrogé, relâché, et publie maintenant une déclaration via son avocat. Il a 37 ans, il a été détenu lorsque les forces de l'ordre ont exécuté ses 2 mandats de perquisition approuvés au niveau fédéral. L'un d'eux a eu lieu lors de ce contrôle routier, quand ils l'ont arrêté dans un Range Rover, et l'autre a eu lieu à son domicile, où il vit avec sa mère de 77 ans, et l'adresse de cette personne correspond à une maison qui vaut environ 1 million de dollars. Elle se trouve dans un très beau quartier, à environ 3 kilomètres de la maison de Nancy Guthrie. Un cabinet d'avocats de l'Arizona a publié une déclaration à 12 News à Phoenix, identifiant leur client par son nom comme étant Luke Daly. Le cabinet d'avocats affirme qu'il peut confirmer que Luke Daly a fait l'objet de 2 mandats de perquisition émis et exécutés le 13 février 2026. Monsieur Daly et sa mère ont tous deux été détenus par les forces de l'ordre pendant l'exécution des mandats de perquisition. Ni Monsieur Daly, ni aucun autre, Monsieur Daly, n'ont le moindre lien avec Nancy Guthrie et ne disposent d'aucune information concernant son enlèvement. Comme toute la communauté de Tucson, Monsieur Daly et sa mère espèrent tous deux que Nancy sera rendue à sa famille, saine et sauve. L'homme a été détenu. Il a été relâché. C'était dans la nuit du 13 lorsqu'une équipe du SWAT est entrée chez lui. Le shérif du comté de Pima, Chris Nanos, qui a récemment publié une déclaration innocentant la famille Guthrie de toute implication. Cependant, le FBI ne souhaite pas commenter cela, ainsi qu'une déclaration innocentant les conjoints de la famille Guthrie. Mais Nanos a déclaré ceci lorsqu'on lui a posé des questions sur Daly, qu'il a d'ailleurs qualifié de personne d'intérêt. Et la question était de savoir s'il avait été innocenté dans cette affaire, a déclaré Nanos à 12 News. Je cite: selon notre ordonnance du tribunal, nous devions fouiller les maisons, ces maisons, des gens s'y trouvent, famille, amis, peu importe. Nous ne pouvons pas les laisser là pendant que nous fouillons. Sont-ils détenus? Bien sûr que non, ils sont libres de partir, mais ils ne peuvent pas rester dans la maison. Nous savions que nous cherchions une personne dans cette maison. Et l'autre personne que nous cherchions, c'est Nancy. Nancy n'était pas là. La personne d'intérêt nous a fait une déclaration, nous a donné ce que le mandat exigeait, peut-être une demande pour des caractéristiques physiques, comme des prélèvements buccaux, des photos ou des empreintes digitales. Nous avons obtenu tout ce dont nous avions besoin, et il est maintenant libre. Est-ce que cela veut dire qu'il n'est plus suspect? Non, nous allons faire notre travail. Nous avons des preuves à analyser provenant de la maison.
Et si nous trouvons l'ADN de Nancy dans cette maison maintenant? Encore une fois, c'était une réponse lors d'une interview en tête-à-tête avec 12 News, et le shérif, bien sûr, parlait de façon très décontractée à ce moment-là. On ne sait pas si de l'ADN a été retrouvé à l'intérieur de la maison de Daly. Mais encore une fois, son cabinet d'avocat, son avocat, a publié ce communiqué affirmant qu'il n'a rien à voir et n'a aucune connaissance de ce qui est arrivé à Nancy Guthrie. Maintenant, vous pouvez. Évidemment, ils interpréteront cela de différentes manières. Nous savons que cette semaine, les forces de l'ordre se sont rendues dans des armureries de la région de Tucson. Ils auraient apparemment une liste de noms et de photos, demandant aux propriétaires si l'une des personnes sur cette liste leur semble familière en tant que client de l'année écoulée. Nous attendons aussi de savoir si l'ADN trouvé chez Nancy pourrait être la preuve irréfutable espérée. Nous ignorons à quoi correspond cet échantillon, mais il ne correspondait ni à Nancy, ni à sa famille, ni à ses proches. Après vérification dans CODIS, la base du FBI sur les personnes arrêtées ou condamnées, aucune correspondance n'a été trouvée. Mais cela ne veut pas dire que l'ADN est inutile, car CODIS ne contient en réalité qu'environ 4 à 6 de la population dans cette base de données. Maintenant, le shérif du comté de Pima dit que les enquêteurs utilisent ce qu'on appelle la généalogie génétique pour essayer d'identifier l'échantillon d'ADN qu'ils ont trouvé dans la maison de Nancy. Nous avons parlé hier d'une des affaires où nous avons vu que cette technologie fonctionne pour résoudre des affaires qui risquent de devenir des dossiers non résolus. C'est le processus qui consiste à prélever un échantillon d'ADN, puis à identifier la personne en fonction de son ascendance et à la faire correspondre avec des membres de son arbre généalogique. Ils consultent des bases de données comme 23andMe et ils vérifient s'ils peuvent trouver des caractéristiques que pourrait avoir, par exemple, un cousin au troisième ou au quatrième degré. Et encore une fois, cela a été très efficace dans de nombreux cas. Voici maintenant la vidéo de l'arrestation d'un homme nommé Victor Antonio Martinez Hernandez. Il s'agit d'une affaire qui n'a aucun lien avec Nancy Guthrie. Mais la généalogie génétique a permis de résoudre cette affaire. Martinez Hernandez est un meurtrier. En août 2023, il a violé et tué une femme nommée Rachel Morin dans le Maryland. Morin, une mère de 5 enfants âgée de 37 ans, faisait simplement un jogging sur un sentier. Martinez Hernandez était illégalement aux États-Unis. Il a fui son pays natal, le Salvador, après qu'un mandat d'arrêt ait été émis contre lui pour meurtre là-bas. Quand la police a entré l'ADN de la scène du meurtre au Maryland dans CODIS, aucune correspondance n'a été trouvée, d'où la ressemblance avec l'affaire Guthrie. Martinez Hernandez n'était pas dans CODIS parce qu'il n'avait pas de casier judiciaire aux États-Unis à ce moment-là. Mais la généalogie génétique les a aidés à examiner les marqueurs d'ascendance. Et ils ont construit un arbre généalogique. Et finalement, ils ont réussi à le retrouver, et ils l'ont trouvé 10 mois après le meurtre de Rachel Morin, devant un bar à Tulsa, dans l'Oklahoma. Je t'appelle quand je récupère le téléphone. Martinez Hernandez purge une peine de prison à vie sans libération conditionnelle. Maintenant, une autre affaire majeure où la généalogie génétique a permis de résoudre une enquête était celle du tristement célèbre tueur du Golden State. C'est cette affaire qui a en quelque sorte mis cette méthode en avant. En Californie, les forces de l'ordre comptaient des dizaines de viols et plus d'une douzaine de meurtres non élucidés depuis des décennies. Ils datent des années 70 et 80, mais les échantillons d'ADN ont été conservés quand disponibles. Les bases de données n'ont rien donné. Lorsque la généalogie génétique est devenue disponible, les forces de l'ordre ont comparé leurs échantillons à ceux présents sur GEDmatch, qui est une plateforme publique d'ADN que les gens utilisent pour construire leur arbre généalogique. Ils n'ont pas obtenu de correspondance directe avec leurs suspects, mais ils ont trouvé des cousins éloignés de l'homme qu'ils finiraient par arrêter. Et ils ont pu l'identifier, Joseph D'Angelo. C'est un ancien policier, et il est le tueur du Golden State. Il a été arrêté en 2018. Il a maintenant 80 ans, il est toujours en vie, et il purge 13 peines de prison à vie consécutive. Les forces de l'ordre disent qu'il a commis des dizaines de viols, mais à cause des règles de prescription en Californie, il n'a pas pu être jugé pour ces viols. Maintenant, pour revenir à l'enquête sur Nancy Guthrie, bien sûr, cette affaire est très différente des deux dont nous venons de parler. Nous ne savons pas où se trouve Nancy Guthrie. La vérité, c'est que nous ne savons pas si elle est encore en vie. Mais le fait que les forces de l'ordre aient un échantillon provenant de chez elle, qui ne lui appartient pas, ni à sa famille. Cela pourrait être l'indice qui résout enfin cette affaire. Le shérif a également déclaré publiquement qu'il pense que la personne aperçue sur le perron de la maison de Nancy Guthrie.
Il dit qu'il se peut que cette personne ne soit pas la seule impliquée dans cette affaire, il n'écartant pas la possibilité qu'il y ait plus d'une personne, un complice dans cette affaire. On ne sait pas si les forces de l'ordre disposent d'autres vidéos que les images qu'elles ont diffusées de cette personne masquée, armée d'une arme à feu, sur le perron de la maison de Nancy. Le shérif dit cependant qu'il pense que ce crime était ciblé, que le ou les malfaiteurs savaient qui ils visaient. Le shérif a qualifié cela d'intuition lors d'une interview. Maintenant, un autre sujet qui a été abordé est la question de savoir si Nancy pourrait être au Mexique. On peut rejoindre la frontière assez rapidement depuis chez elle, en moins de 2 heures, en roulant directement vers le sud. Et voici à quoi ressemble le poste frontière. C'est le plus proche de Tucson. Il se trouve à Nogales, en Arizona, et on peut passer à Nogales, Sonora, au Mexique. Il y a un grand mur là-bas. Vous l'avez sûrement déjà vu, souvent utilisé lors de la période électorale comme décor de discours sur l'immigration. C'est aussi un trajet très facile quand on va des États-Unis vers le Mexique. Il ne vous arrête vraiment pas. Mais il est important de savoir qu'il y a énormément de caméras à ce poste frontière qui surveillent chaque véhicule qui entre au Mexique. Maintenant, il y a des options en dehors de la zone, là où il y a ce grand mur où en théorie, on pourrait traverser la frontière à pied pour entrer au Mexique. Mais le terrain est très difficile, c'est très désertique, ce n'est pas plat. Et on peut se demander à quel point il serait probable qu'un ravisseur, s'il avait Nancy Guthrie, lui fasse faire ce trajet. Le FBI a indiqué à CBS que, malgré des échanges avec les autorités mexicaines, le shérif du comté de Paima affirme qu'il n'y a eu qu'un indice que Nancy Guthrie a été emmenée de l'autre côté de la frontière. J'ai demandé à l'agent du FBI à la retraite, Greg Rogers, s'il pensait que cette enquête pourrait traverser la frontière vers le Mexique. Non, je peux vous assurer que les fédérales, la police fédérale mexicaine, nos homologues, ont été impliqués dans cette affaire depuis le tout début. Je veux dire littéralement depuis le tout début, simplement à cause de la proximité, d'à quel point Tucson est proche de la frontière. Et encore une fois, comme vous l'avez dit, il est très facile de conduire à Nogales, ce n'est pas le problème, mais il y a des caméras et il y en a donc. De plus, je peux vous assurer, pour avoir travaillé pendant des années sur des affaires de cartel, que la police fédérale mexicaine a des contacts très étroits avec les cartels. Ils en ont et ils leur en ont parlé. Parce que si elle était au Mexique, surtout si elle se trouvait dans la région de Nogales, le cartel de la nouvelle génération y est très actif. Il le saurait. Rien ne se passe sur le territoire du cartel sans qu'il le sache. Et je ne dis pas que je ne crois pas du tout que cela ait un rapport avec les cartels. Je dis juste qu'ils seraient au courant. Et la police fédérale mexicaine en a parlé avec eux. Parce que rien ne se passe dans une zone qu'ils dominent sans qu'ils le sachent. La somme d'argent offerte à toute personne disposant d'informations dans cette affaire a augmenté. Le FBI offre une récompense de 100 000 dollars et maintenant Crime Stoppers propose aussi une récompense de 100 000 dollars, après qu'un avocat en dommages corporels du Wisconsin a mis de l'argent en jeu. Rejoignez-nous pour discuter de cette affaire de disparition. Merci à l'enquêteur privé Steve Fisher d'être avec nous sur Law and Crime. Vous savez, vous savez, aujourd'hui, j'ai eu ce moment parce que c'est le 18e jour où j'ai eu l'impression qu'il y a juste ces moments où vous sentez qu'ils avancent. Et vous savez, peut-être que c'était la perquisition à la maison, vous avez l'impression que, d'accord, on y est, il se rapproche. Ensuite, moi, vous entendez parler d'aller dans des armureries avec une liste de 2 douzaines à 40 noms. Aviez-vous déjà vu ces personnes? Et puis vous vous inquiétez qu'il ne soit peut-être pas si proche que ça et qu'il soit vraiment maintenant à 18 jours, 17 jours, peu importe. Qu'en fait, ils ont vraiment du mal à trouver les personnes responsables et à retrouver Nancy. Genre, quoi? D'après ce que vous voyez, comme nous tous qui regardons ça de l'extérieur, que pensez-vous de l'état de cette enquête? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est difficile à dire. Et je comprends, vous savez, quand ils font ces visites dans les commerces où ils posent des questions, montrent des photos, et on sait qu'ils vont aussi montrer leurs propres vidéos de surveillance à d'autres commerces, mais ils ont dit qu'ils avaient 400 personnes entre agents, shérifs adjoints et autres enquêteurs qui travaillent sur cette affaire. Donc, même s'ils se concentrent sur quelqu'un grâce à la généalogie ou à quelque chose qu'ils ont découvert lors de l'exécution des mandats de perquisition,
ils vont quand même continuer à faire avancer les autres aspects de l'enquête, simplement comme mesure de précaution. Donc, je ne pense pas que ce soit nécessairement un signe qu'ils n'ont rien. Mais je serais surpris s'il n'y avait pas d'autres mandats de perquisition, au moins exécutés aujourd'hui, du moins à notre connaissance. Je commence vraiment à m'inquiéter un peu plus. Je pense que oui, rien qu'à voir leur attitude, je pense qu'il y a une posture très différente entre le tout premier mandat de perquisition de Guy Carlos à Rio Rico et le dernier mandat qu'ils ont exécuté. En plus, sur Range Road, tu sais, il semble être très clair en disant « Hé, Carlos, il n'a rien à voir avec ça. » Ils disent qu'ils n'ont pas arrêté ces personnes lors de la dernière perquisition, mais qu'ils analysent encore les preuves. Le message est donc un peu différent. Donc, ça me fait me demander s'il n'y a peut-être pas un lien là-bas. Ça ne veut pas forcément dire que ces personnes ont une quelconque responsabilité, mais il y a un lien qui les amène à l'étape suivante. Oui, et c'est l'un de ces cas où je pense que nous avons souvent couvert beaucoup d'histoires de réussite. Quand des affaires et des personnes en fuite sont capturées dans les 24 à 48 premières heures, on le prend presque pour acquis, et maintenant cela fait 18 jours comme dans certains cas de disparition que tu as traités. Je sais que celui-ci est un peu différent. Qu'est-ce que ça fait quand on arrive au 18e jour typiquement, dans ce genre de cas, où tu t'inquiètes, tu sais, hein, si on est encore là dans une semaine à faire la même chose et que c'est l'ADN qui part dans tous les sens. Je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas ou qu'ils ignorent les pistes, ni qu'il n'y aura pas d'évolution. Mais tu t'inquiètes, car avec le temps, tu crains que cette affaire devienne plus difficile à résoudre. Oui, et écoute, cette affaire n'est pas comme les autres. Celle-ci est très différente, même pour les agents du FBI les plus expérimentés. Je veux dire, ce genre de situation avec demande de rançon et l'enlèvement d'une femme de 84 ans, ça n'arrive tout simplement pas. Mais j'ai certainement été impliqué, j'ai été enquêteur dans des affaires très médiatisées et qui ont duré longtemps, comme Kylie Rodney et, euh, euh, vous savez, euh, Riley Strain à Nashville et quelques autres. Et vous savez, cette fatigue commence à s'installer, vous savez, où l'on commence à voir beaucoup de théories différentes. Vous savez, venant du public, ce qui est normal et les forces de l'ordre deviennent un peu plus silencieuses. Mais cela ne veut pas dire, vous savez, dans tous ces cas, il semblait qu'il y avait un peu d'espoir, comme oh mon Dieu, on en est arrivé, vous savez, au cas de Kylie, je crois qu'on en était à 3 semaines ou quelque chose comme ça. Et c'était comme rien n'allait se passer, et puis boum, vous savez, ça arrive. Et je pense vraiment que s'il n'avait vraiment rien, et là je parle en particulier du FBI, s'il n'avait rien, je pense qu'on verrait un peu plus de communication publique, un peu plus de conférences de presse. Je pense vraiment qu'il s'appuie sur certaines preuves, que ce soit la généalogie, l'ADN, des témoignages ou quoi que ce soit d'autre. Surveillance dont nous ne sommes pas au courant, je pense vraiment qu'ils creusent parce qu'ils ne se manifestent pas et ils veulent de la surveillance, mais ils ne se manifestent pas et euh, en organisant souvent ces conférences pour demander l'aide du public. N'est-ce pas? Et c'est seulement, et vous savez, le FBI peut l'être. Vous savez, ils ne sont pas, vous savez. Ils choisissent délibérément ce qu'ils divulguent au public, et parfois ils restent très discrets sur certaines affaires. Le shérif a accordé ses interviews en tête-à-tête, je ne sais pas si c'est parce que, vous savez, il est simplement plus à l'aise dans ce contexte, je sais, il l'a dit. Il n'aime pas, vous savez, le format des conférences de presse, ce qui, je le comprends, peut être difficile. Quand tout le monde vous hurle des questions. Une chose dont tu parlais sur Twitter, j'ai remarqué, Steve, c'était en lien avec cette note des services de protection des adultes, et ça a fait le tour d'Internet. Je pense. Brian Anton de News Nation, vous savez, on pouvait le voir en vidéo. Il y avait comme une carte de visite sur les marches devant chez Nancy Guthrie. Quand les médias ont accédé à la propriété lors de sa remise à la famille, des gens ont pris des photos. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'il y avait une carte de visite de l'APS et le moment où cela s'est produit. Je pense que c'est vraiment important et j'aimerais qu'on y accorde plus d'attention. Vous savez, quand Brian Anton est monté et a filmé cette vidéo, elle était principalement centrée sur le sang, ce que je comprends. Mais j'avais zoomé et j'ai remarqué qu'une carte avait été glissée sur le côté du cadre de la porte et elle vient des services de protection des adultes de l'Arizona, qui est une division du département de la sécurité économique de l'Arizona, je crois, mais ces enquêteurs sortent des enquêtes sur des signalements de maltraitance envers les personnes âgées, d'exploitation, de négligence, des choses comme ça.
Donc, il semble que quelque chose ait poussé un enquêteur à venir frapper à la porte. Et ils viennent, ils visitent la maison, et si personne ne répond, ils laissent la carte. Voilà. J'ai parlé de ça sur Twitter il y a 10 jours ou quelque chose comme ça, et ça a un peu fait parler, mais ensuite ça s'est un peu calmé. Mais en fait, la question a été posée au shérif lors de cette dernière série d'entretiens. Il a répondu et il a vraiment balayé ça d'un revers de main. Oh, vous savez, c'était une voisine qui a appelé parce qu'elle avait disparu, vous voyez, et ça a fait qu'ils sont venus rendre visite. Eh bien, peut-être que c'est vrai. Mais ça n'a aucun sens pour moi parce que c'était un dimanche, elle a disparu, elle a été signalée vers midi, donc ça veut dire que... Et le shérif a dit que lui, personnellement, parce que quand ils sont arrivés sur les lieux, à cause du sang et de tout le reste, ils ont compris que ce n'était pas simplement une affaire de disparition, c'était plus que ça. Ils ont fait venir l'équipe des homicides. Il a précisé être venu en personne dimanche, ce qui est rare, car le shérif ne se déplace normalement pas sur ce type de scène. Cela montrait que c'était immédiatement traité comme une scène de crime. Et pourquoi un voisin appellerait-il les services de protection des adultes, qui sont fermés le dimanche, et déposerait-il un rapport alors que les forces de l'ordre sont déjà sur place, et même s'il l'avait fait? Le shérif a indiqué que l'enquêteur des services de protection des adultes avait laissé la carte ce même dimanche. Donc si c'est vrai, pourquoi aurait-il laissé cette personne traverser une scène de crime où il y a du sang? Et en fait toucher physiquement la porte et la fenêtre? C'est là que se trouvait la caméra Ring pour y mettre cette carte. Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il y a plus dans cette histoire. Je pense que c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. J'ai demandé au chef du département de la sécurité économique qui est responsable des services de protection des adultes et ils ont mon email. Ils l'ont ouvert 14 fois, ils ne m'ont pas répondu. Donc j'espère que les journalistes vont les contacter, même s'ils disent juste qu'ils ne donneront pas les détails de l'affaire et ils ne devraient pas. Je pense qu'il est important de savoir si cela a été laissé avant ou si un enquêteur a traversé la scène de crime, parce que c'est aussi un vrai problème, car cela pourrait être l'ADN étranger, donc, mais je pense qu'il faut enquêter là-dessus parce que quelqu'un avait une raison de le contacter. Craignait-il qu'elle soit exploitée financièrement ou qu'elle prête trop d'argent à quelqu'un comme un assistant ou un soignant? Profiter des choses, vous savez, ça pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe. Oui, non, et c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qui a suscité pas mal de discussions. Vous savez, le shérif essaie de minimiser ça, mais comme vous l'avez dit, soit ça traverse une scène de crime, soit il y a quelque chose de plus derrière tout ça. Et on n'a pas vraiment, vous savez. La famille a été blanchie, ainsi que leur conjoint, d'après le shérif. Et donc, et vous savez, c'était après ce qui semblait être, vraiment, vous voyez, selon ses propres mots. Ils les ont vraiment passés au crible. Ils ont pris leur voiture, leur téléphone, tout, ils ont tout examiné et rien n'est ressorti. Mais on se demande quand même, vous savez, est-ce que ce sera quelque chose dont on parlera à la fin de tout ça? C'était quelque chose qui comptait vraiment beaucoup à la fin. Donc tu sais, c'est bien vu de ta part, et en voyant ça, tu sais, une autre chose que j'ai vue dont tu as parlé, c'est ce détecteur de signaux. Et je pense à Spacemaker, et je me demande juste, et je ne connais pas grand-chose au pacemaker, mais on sait qu'il se déconnecte de l'iPhone, et puis cette nouvelle technologie essaye de l'identifier. Mais rien qu'à la façon dont ça a été expliqué, ça ne semble pas être la meilleure. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas fiable, parce que je pense que ça peut fonctionner et ça peut vraiment être utile. Mais ça ne semble pas être, vous savez, ce scanner magique qui peut soudainement dire voici un pacemaker si vous survolez juste au-dessus. Ce n'est pas le cas. Écoutez, cette excellente technologie est de plus en plus utilisée en recherche et sauvetage. Cependant, nous les utilisons dans des environnements comme en forêt, ou bien nous faisons sortir les secouristes pour que leurs appareils personnels n'interfèrent pas. Ensuite, nous faisons passer un hélicoptère ou un drone au-dessus de la zone et généralement, nous essayons de capter un signal de téléphone portable à basse fréquence. Donc, même lorsque la batterie de votre téléphone est presque vide ou que vous ne pouvez plus, qu'il n'a plus assez d'énergie pour passer un appel ou envoyer un message, il continue quand même, pendant un certain temps, à émettre ce signal à très basse fréquence. C'est généralement ce que nous recherchons. Cependant, cet appareil captera n'importe quel signal RF, c'est-à-dire un signal de fréquence radio, puis il le filtre sur l'écran. Par exemple, ceci vient d'un dispositif médical, comme tous, comme les pacemakers, fonctionnent sur une certaine bande de fréquence, c'est parfait. Cependant, comme ces pacemakers doivent durer 5 à 7 ans, la durée de vie de la batterie, ils émettent une transmission de données à très faible puissance et à courte distance, et cela ne se produit que toutes les 3 ou 4 minutes.
Donc, ce n'est pas un appareil conçu pour balayer toute une ville, c'est vraiment un appareil utilisé davantage pour, si vous savez que vous avez quelqu'un dans une zone confinée, comme une avalanche, une zone boisée ou l'effondrement d'un bâtiment après un tremblement de terre ou quelque chose comme ça, et vous pouvez savoir en quelque sorte où se trouvent les personnes. Ce n'est pas prévu pour balayer une ville, mais ici, je trouve fantastique qu'ils utilisent tous les moyens disponibles. Vous avez les ressources pour l'utiliser, vous savez, on ne sait jamais, donc je ne leur reproche pas de l'utiliser. Non, et je pense à toutes les ressources qui sont mobilisées au fil des jours. Et d'un côté, ça montre à quel point il peut être difficile de résoudre certaines affaires, mais d'un autre côté, c'est quand même assez déroutant. Quand vous avez 400 agents du FBI, Apple et Meta qui proposent leur aide, vous disposez de ce genre de technologie de pointe. Le FBI contacte les autorités au Mexique pour voir s'ils ont entendu quelque chose. Et nous cherchons toujours cette personne que beaucoup de gens regardent en disant qu'elle ne ressemble pas à Jason Bourne. Vous savez, en termes d'être le criminel le plus sophistiqué du monde. Et c'est, vous savez, probablement un exemple concret de la difficulté à résoudre certains de ces crimes. Un autre aspect, vous savez, de cette généalogie génétique ADN a eu énormément de succès dans l'affaire Brian. Vous savez, dans l'affaire Brian Koberger, ça a fonctionné. Dans l'affaire du tueur du Golden State, ou celle de Rachel Morin, c'était un meurtrier du Maryland dont nous avons parlé, vous savez. Cela a joué un rôle pour retrouver quelqu'un qui n'apparaissait pas dans Codis, comme dans cette situation. Um, I Avez-vous déjà travaillé avec une quelconque technologie ADN de ce type, lors de vos recherches, ou pour retrouver des personnes? Et si oui, comment? À quel point cela peut-il être efficace dans une situation comme celle-ci, où un jour de plus passe? Et il ne semble pas que nous ayons de suspects pour l'instant. Oui, j'ai déjà travaillé avec ça. Et écoutez, c'est dommage que cet ADN étranger, et je ne parle pas de celui trouvé sur le gant, l'ADN qui était vraiment important pour moi, c'était l'ADN étranger trouvé dans la maison, qui n'était ni le sien, ni celui d'une personne connue de la famille. C'est vraiment très important. C'est dommage que cette personne ne soit pas dans la base CODIS, mais je pense qu'ils vont la retrouver grâce à la généalogie. Des entreprises comme Ortram changent complètement le paysage. Ils résolvent des affaires non élucidées depuis 50 ans. C'est incroyable ce que permet la technologie ADN aujourd'hui. Ce n'est pas seulement Ortram, il y en a d'autres dont j'ignore les noms, mais Ortram a vraiment impressionné par son arrivée sur la scène. Tu résoudre ces affaires. Je pense qu'ils étaient responsables de certaines de celles que tu as citées. Mais je pense que maintenant, cela prend un peu plus de temps parce qu'ils doivent identifier des parents très éloignés. Mais je te garantis que c'est une priorité absolue et que probablement beaucoup de personnes travaillent dessus en même temps. Donc ça va réduire ce délai. On pourra peut-être obtenir quelque chose aussi vite que pour Koberger. Et je pense que ça dure probablement depuis un petit moment, simplement parce qu'il fallait passer par le contrôle qualité, ce qui est obligatoire. L'utilisation d'un laboratoire externe pour entrer dans le CODIS n'exclut pas un envoi immédiat au laboratoire. Ils ont lancé ce processus, donc on pourrait savoir qui est cette personne dans 3 ou 4 jours. Et je pense vraiment que s'il n'y a pas plus de vidéosurveillance, c'est ça qui va faire avancer l'enquête. Ou si l'un de ces mandats de perquisition n'a rien révélé, cela montre vraiment ce qui s'est passé. Ce sera la généalogie et je pense qu'il faudra encore 4, 5, 6, 7 jours. Oui, et on se demande aussi, je veux dire, juste la façon dont ils en parlent et le fait qu'il l'ait rendu public te fait croire ça. C'est plus que, tu sais, peut-être que c'est plus que juste l'ADN du nettoyeur de piscine ou du jardinier. Et je sais que ces personnes, le personnel de maison, ont déjà soumis leur ADN. Donc, pour que ce soit le cas, ils ne savent pas qui c'est. Donc, ce seraient des personnes connues de la famille et des résidents. Donc, c'est quelqu'un en dehors de ce cercle, ce qui est vraiment intéressant. Parce que, écoute, Ella, on le sait, nous les avons vus venir, nous avons vu le pisciniste venir, nous avons vu quelques autres personnes venir. Donc, elle a des gens qui sont là régulièrement. Mais toutes ces personnes ont donné leur ADN à ce que nous sachions. Donc voilà. Donc le fait que ce soit un ADN extérieur, vraiment extérieur, c'est vraiment intéressant. Parce qu'il ne semble pas qu'elle ait eu des visiteurs en dehors de sa famille, tu sais, ou d'amis dont on ignorait l'existence. Donc ça va être la personne et tu sais, c'est ce qu'on dirait. Et malheureusement, ça veut probablement dire qu'il y a eu une certaine lutte, peut-être à l'intérieur de la maison. Et tu sais, pour qu'il puisse identifier l'ADN de quelqu'un d'autre, cette personne a laissé cet ADN. Mais tu sais, on peut espérer le meilleur. Mais je pense vraiment que cette personne va être attrapée. Ouais. On a l'impression, avec toutes les ressources mobilisées, c'est ce que je ressens. Eux, et dans ces cas-là aussi, on ne connaît probablement pas 95% de ce qu'ils savent à ce stade.
Surtout avec le FBI, ils sont tellement discrets. À chaque fois que j'ai eu affaire au FBI, ils me disent « Nous prenons vos informations, nous ne partagerons pas d'informations avec vous et écoutez ». Ils disent la même chose aux forces de l'ordre local et, en tant qu'agence principale, prennent toutes leurs preuves mais en partagent très peu. Ils en savent beaucoup et il est possible qu'ils connaissent déjà cette personne. Il ne reste plus qu'à la traquer. Non, nous verrons comment cela évolue. Suivez l'affaire heure par heure. Merci Steve Fisher, détective spécialisé dans les disparitions, d'être avec nous sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité. Si vous avez des informations concernant Nancy Guthrie, vous pouvez contacter le shérif du comté de Pima au 5 20 351 4900. Vous pouvez également contacter le FBI au On-With Sound Call FBI ou aller sur tips.fbi.gov. C'est tout pour cette affaire présentée par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube, Spotify et désormais sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.